Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julia Zimmerli, je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer cette conférence d'inauguration des Assises de la démocratie permanente. Je suis dans les locaux de la revue Far West qui assure la retransmission en direct de cette conférence. Je suis accompagnée de deux personnes, Rachel et Adrien, qui vont assurer en relais la traduction en langue des signes. Merci à tous nos invités que vous devez voir normalement sur votre écran, d'être présents. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure avec vous tous. Vous avez la possibilité à tout moment de poser vos questions en commentaire sous le live Facebook. On prendra le temps d'y répondre à la fin de nos échanges. Le thème de cette première conférence des Assises, donc faire face aux défis du siècle et si on décidait ensemble. On va explorer un certain nombre de questions. Qu'est-ce que la démocratie locale? Comment prendre sa part à l'effort collectif pour accélérer la transition écologique? Trouver sa juste place, faire entendre sa voix, ses idées, se sentir au service du bien commun, que l'on soit simple citoyen, militant, entrepreneur ou encore élu. Pour échanger sur ces questions, on donnera la parole à Monsieur le maire, Pierre Urmic, ainsi qu'à Camille Choulet, qui est adjointe à la démocratie permanente et qui pilote ces assises. On a aussi invité donc des Bordelaises et des Bordelais au parcours et aux actions qui sont très inspirantes et qui s'investissent au quotidien. Je vois qu'il y a des enfants qui s'agitent aussi, voilà, pour inventer de nouvelles manières d'agir et de faire société. Mais avant d'aller plus loin, on va regarder une vidéo, un micro-trottoir qui a été réalisé dans la rue à Bordeaux. Avec cette première question, qu'est-ce que la démocratie locale pour vous? On écoute les réponses en vidéo. Pour moi, la démocratie locale, c'est le fait que la ville écoute ce que les habitants ont à dire, si on a des idées, s'il y a des choses qu'on veut faire bouger, etc. Qu'on nous entende quand on a des choses à dire. C'est un espace d'expression en concertation avec aussi bien les politiques que les administrateurs de la ville, bien sûr les autres habitants. Ça devrait produire comme effet de se sentir impliqué dans la ville. C'est voter dans un premier temps, pour les régionales par exemple. C'est la possibilité à tout un chacun de s'exprimer, de dire ce qu'il attend des pouvoirs en place. C'est au lieu que les citoyens soient sollicités tous les 3, 4, 5 ans, c'est leur donner la parole régulièrement à travers des instances où il y a toute la ville qui se rencontre, tous les acteurs de la ville qui se rencontrent, pour donner son avis bien entendu sur comment se déroule la vie politique de la ville. Ça serait que tout citoyen puisse dire ce qu'il a envie de changer dans Bordeaux. C'est que chaque personne appartenant à une localité puisse s'exprimer librement sur ce qui se passe dans sa localité. Ça pourrait être aussi la possibilité pour chacun d'agir, de faire quelque chose pour sa localité, oui. D'être acteur de tout ce qui se passe dans son quartier. Pierre Urmic, vous ouvrez aujourd'hui officiellement les assises de la démocratie permanente qui vont se tenir jusqu'à octobre prochain, avec des ateliers participatifs, des rencontres sur le terrain, des tables rondes comme aujourd'hui, ainsi que des consultations numériques. Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie permanente? Je ne l'avais pas avant. Monsieur le maire, vous ne m'avez pas entendu, je crois. J'avais besoin de ça. Il n'a pas le son. Ok. Hein? Vous m'entendez, monsieur le maire? C'est à vous, là. Ok, c'est bon. Super. Je vous entends. Monsieur le maire, je vous demandais qu'est-ce que ça voulait dire la démocratie permanente? La démocratie permanente, c'est d'abord la démocratie. Je pense qu'il faut être assez basique et peut-être revenir à l'origine et à l'étymologie des termes. La démocratie, on a hérité du concept et du nom des Grecs. Démos, le peuple, et Kratos, le pouvoir. Donc la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et ce n'est pas, contrairement à ce que une déviance très contemporaine, le pouvoir sur le peuple. C'est le pouvoir du peuple. Actuellement, nous vivons sous un régime que l'on peut qualifier de démocratie représentative. C'est-à-dire, c'est pas le pouvoir direct, c'est le pouvoir qui consiste à envoyer des représentants du peuple pour décider
très souvent à la place du peuple. C'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. On se rend compte que ce régime de démocratie qui a ses vertus est actuellement un peu essoufflé, en ce sens que nos élections, qu'elles soient locales et même nationales, sont de plus en plus boudées par les électeurs. C'est-à-dire que les taux de participation sont de plus en plus faibles à des élections, et je pense que les élections départementales et régionales qui se profilent dans quelques semaines vont encore une fois, hélas, aggraver la situation. C'est dire qu'il y a, à mon sens, quand même un malaise démocratique dans ce pays, et qu'il faut collectivement, puisque c'est l'essence même de la démocratie, que on arrive à inventer une autre forme de démocratie. Sans renier la démocratie représentative, les instances vivent aussi parce qu'il y a des élus qui sont élus dans la durée, 5 ans, 6 ans, en fonction des collectivités. Donc, il faut qu'il y ait des élus responsables et qui assurent la permanence de la démocratie, mais qu'on arrive à trouver un système de démocratie moins intermittente et plus permanente. C'est-à-dire passer d'une démocratie intermittente, c'est-à-dire un vote tous les 5 ou 6 ans, à une démocratie permanente, c'est-à-dire à une consultation permanente, régulière en tout cas, des citoyens. C'est tout l'enjeu que nous nous sommes assignés à Bordeaux et que sont censés bien refléter ces assises de la démocratie que nous avons organisées. Donc, comment concilier cette démocratie traditionnelle avec une démocratie permanente? C'est un vrai challenge. En tout cas, c'est une obligation à laquelle nous sommes confrontés et à laquelle nous devons impérativement répondre. Comment faire en sorte qu'entre deux rendez-vous électoraux, les citoyens aient leur mot à dire et ne signent pas un chèque en blanc uniquement à l'occasion des rendez-vous électoraux. Voilà, c'est le challenge auquel nous sommes confrontés et auquel nous devons répondre. Nous n'allons pas y répondre seuls. Si c'était nous, municipalité bordelaise, qui disions, ça y est, on a trouvé, la martingale pour impliquer à nouveau les citoyens dans la vie de la cité, je trouve que ça serait pas forcément un vrai signe de démocratie. C'est pour ça que le souhait de ces assises, l'ambition de ces assises, c'est de trouver des outils pour faire en sorte que les citoyens, les Bordelaises et les Bordelais se trouvent davantage associés au pouvoir local. Et moi, j'ai la conviction, enfin, on est certainement à partager cette conviction, que s'ils sont davantage associés, mais ils bouderont moins les rendez-vous électoraux en disant, ben voilà, on a confié un mandat à nos représentants, ils l'ont assumé avec nous, et donc nous nous sentons davantage concernés par les rendez-vous électoraux. Pour moi, c'est vraiment le principal enjeu de ces assises de la démocratie permanente. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Camille Choplin, vous nous direz quelques mots après de la programmation de ces assises. Mais avant de vous passer la parole, on a deux invités, Grégoire et Adèle. Vous êtes tous les deux élus au conseil municipal des enfants. Vous avez été tirés au sort pour prendre la parole aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup d'enfants élus comme vous qui avaient envie de participer à cette conférence. Donc merci d'être là à tous les deux. Vous avez tous les deux 10 ans, vous êtes en CM2, vous avez été élu pour 2 ans en octobre 2019. Et Grégoire, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est organisé le conseil municipal des enfants et quelles sont les commissions qui existent? Alors, en fait, c'était une fois, un jour, elles nous ont expliqué ce que c'était le conseil municipal des enfants. Et donc, du coup, l'image de ce que ça pouvait être. Et je me suis dit que partir. Et au final, j'ai été élue, mais j'en suis très contente. Le jour où nous avons été élus, ils nous ont expliqué ce que ça allait être. Et donc, après, plusieurs mois plus tard, on est allé en week-end d'intégration à Arcachon. Et c'est grâce à ce week-end d'intégration qu'on a pu s'entendre tous ensemble et qu'on a pu créer ces commissions. Donc, il y a la première commission, donc la commission de Adèle et moi, santé, bien-être, alimentation.
Ensemble, soyons solidaires et écologie. Donc, du coup, dans chaque un projet. Et donc, euh, bah, notre projet de santé, bien-être et alimentation, on avait proposé d'apprendre les gestes sur le premier secours à chaque personne, au cas où si personne ne savait pas comment on faisait les gestes. Et après, bah, les autres commissions, elles ont d'autres projets. Mais il y a eu c'est le concours contre les par terre. On n'a pas bien entendu, c'est quoi Et le concours, donc, tu dis? en fait, c'est le concours des masques par terre, c'est un concours d'affiches. Est-ce que éventuellement, Grégoire, tu pourrais te rapprocher un peu du micro parce qu'on n'entend pas bien quand tu parles? Super. Ah, c'est bon, là, vous m'entendez? Ah ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ah oui. Et alors, quand on s'est eu au téléphone hier, vous m'avez expliqué un petit peu tous les deux qu'au début, vous aviez plein de projets, plein d'idées et qu'il a fallu faire des choix. Adèle, est-ce que tu voudrais nous raconter, toi, quelle idée tu avais au début quand tu es arrivée au conseil municipal des enfants? Bah, moi, au début, on avait envie avec mon binôme de rapporter des, apporter des bancs plus de mettre cendrier, euh, rajouter des arbres et de la végétation. Bon, bah, c'est plutôt, a priori, là, c'est en train de se passer, donc ça, c'est plutôt positif. Et tu m'avais dit aussi, tu avais une manière assez particulière de faire ton programme pour être élu. Est-ce que tu veux nous raconter? On devait faire des affiches, donc afficher à d'autres élèves leur, leur idée pour améliorer la ville et les écoles. On a Alors, mis une feuille inscrite. je vais juste répéter ce que tu as dit, Adèle, parce qu'on n'a pas bien entendu. Donc, toi, ce que tu as fait, c'est que tu t'étais installée à côté de ton affiche dans la cour de récréation et tu avais laissé la possibilité à tes camarades de noter les idées qu'ils avaient. Et donc, en fait, finalement, tu as fait ton programme de manière très participative. Donc, je trouvais que c'était intéressant de le souligner. J'avais une dernière question pour vous. À votre avis, pourquoi c'est important de donner la parole aux enfants? Grégoire, si tu veux répondre. Alors, donner la parole aux enfants, c'est que chaque enfant est libre de dire. Ils sont tous libres Vous êtes de tous. raconter, quoi. Ouais. Et est-ce que vous avez est-ce que vous avez des idées en tant qu'enfant que les adultes n'auraient jamais? Bah, oui, ça se pourrait. Adèle, tu avais peut-être un exemple que tu me parlais de la cantine. Ah ben oui, nous, on avait envie de visiter le Civu pour voir comment les places faisaient. Ouais. Et pourquoi tu m'expliquais, c'est le moment de faire passer tes messages, Adèle. Là. Il y a le maire qui est là qui peut entendre. Ah oui. Bah, parce que c'est pas bon, en fait, ce qu'on mange. Bah, et du coup, on voulait essayer de voir ce qu'on y mettait, enfin, ce qu'on mettait dans les plats. Voilà, pour aller voir un petit peu ce qui se passe en cuisine. Bon, bah merci beaucoup à tous les deux. On va vous laisser repartir parce que vous avez une réunion de travail justement cet après-midi avec tous les autres élus. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Camille Choplin, je vais vous passer la parole. Donc on le voit bien avec l'exemple du conseil municipal des enfants, il y a déjà en fait des espaces qui existent pour donner la parole aux citoyens. Quelle est votre vision à vous de la démocratie locale? Et puis, est-ce que vous pourriez nous donner à voir un petit peu le programme de ces assises pour les 6 prochains mois?
Oui, non, je m'amuse parce que ça me fait rire d'entendre la fraîcheur des enfants. C'est pas bon ce qu'on mange à la cantine, on a envie d'aller voir comment c'est fait. Oui, il y a des choses qui existent à Bordeaux et puis malheureusement, beaucoup de citoyens ne sont pas au courant de ce qui se passe, des instances qui existent, voilà, comme les conseils de quartier par exemple ou le budget participatif. Donc, l'idée des assises, c'est déjà de communiquer autour de tout ça et de mettre à plat ce qui existe, de voir ce qui est bien, ce qui fonctionne bien, et puis ce qui fonctionne moins bien, et puis de faire voilà comme ça un état des lieux de l'existant, et puis d'aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs aussi, parce qu'il y a plein de, c'est assez bouillonnant ce qui se passe à travers le monde. Donc on va s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. On va, comme aujourd'hui, un peu, on a une table ronde, enfin plutôt un échange qui est prévu avec mon homologue de Paris. À Paris, ils ont mis en place pas mal de choses sur du bénévolat que les Parisiens peuvent faire pour la ville, par exemple, pour s'aider, s'entraider les uns et les autres. Je trouve ça assez intéressant. On va se contacter aussi avec Mulhouse pour voir ce qu'ils font par rapport aux jeunes. La participation des jeunes, c'est très important. Nous, on a le conseil municipal des enfants, mais on a un tiers des Bordelaises et des Bordelais qui ont moins de 25 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce tiers d'habitants-là qui a envie de dire des choses, mais qui ne sait pas forcément comment prendre la parole et puis comment justement faire entendre sa voix. Donc, ça nous paraît très important de les écouter et de réfléchir ensemble. Et on est quand même dans un objectif de transition écologique. Et moi, je pense qu'on ne réussira pas. C'est pour ça que cette table ronde s'appelle « Faire face aux défis du siècle ». C'est qu'on est quand même face à des défis qui, pour l'instant, nous dépassent un petit peu. Et nous, politiques, on s'en sortira pas tout seul. On a besoin de s'appuyer sur l'énergie des citoyens, de ceux qui font la ville, quel que soit leur âge, peu importe s'ils habitent à Bordeaux ou s'ils travaillent à Bordeaux ou s'ils ne font que passer, mais on a besoin voilà, de s'appuyer sur cette énergie citoyenne, les associations, les entrepreneurs, pour passer le cap, réfléchir ensemble et décider ensemble pour notre avenir. Merci beaucoup Camille. Je vous rappelle que vous pouvez vraiment poser toutes vos questions donc, en commentaire sur le live Facebook, qu'on y répondra à la fin de ces échanges. Et avant de continuer, on va retourner dans la rue avec les Bordelaises et les Bordelais. On va regarder la deuxième partie du micro-trottoir. Je sais pas trop, pour moi Bordeaux c'est vraiment l'endroit où on est bien pour vivre, on va dire. Donc à la limite, s'il faut vraiment dire quelque chose, peut-être les transports, peut-être mettre plus de trams ou plus de bus. Je pense que si des réunions avec des thèmes attractifs m'étaient proposés, j'irais un peu tâter le terrain et prendre la température. Moi je suis très content de la municipalité actuelle. Donc végétaliser la ville, ça me plaît. Supprimer la voiture, ça me plaît. Essayer de faire des bâtiments moins hauts, plus végétalisés, moins inhumains que ce qui est dans certains quartiers. J'adhère complètement. La culture, ce serait important aussi de la mettre en avant. L'élection, le choix de celui qu'on veut voir arriver, avec qui on a peut-être le plus d'affinité. Il y a aussi les réseaux sociaux. Et je crois que ça marche pas mal. Je pense qu'il y a quand même suffisamment de possibilités de s'exprimer, même de se mettre en gilet jaune pour aller dans la rue aussi. Alors donc pourquoi pas. Je crois que on est quand même pas mal bien servi. Pousser vers tout ce qui est écolo, tout ce qui est peut-être plus d'espace vert, plus de place pour le vélo. Voilà. Qu'on essaie de respirer davantage à Bordeaux. Je changerai rien, je pense. J'ai pas trop d'idées là pour l'instant. Peut-être tout ce qui est infrastructure pour les skaters. Je sais qu'il y a certaines places où ils n'ont pas le droit de skater dans certains horaires, etc. Qu'il y ait beaucoup plus d'activités pour les jeunes. Voilà. J'ai moi-même des garçons, des ados, et je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de structures ou alors peut-être d'activités qui pourraient les intéresser. Voilà, sainement. Monsieur le maire, on se rend compte à travers les réponses que les habitants ne savent pas forcément comment s'impliquer personnellement. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire et comment on peut soutenir leurs initiatives et leur donner envie de s'impliquer dans la vie locale ?
D'abord, je trouve très simple, votre micro-trottoir le reflète parfaitement, que des habitants considèrent qu'ils ne connaissent pas les outils qui peuvent leur permettre de s'intéresser davantage ou d'être davantage impliqués dans la vie municipale. Et ça, c'est effectivement notre responsabilité de faire en sorte qu'ils soient davantage impliqués. Le système actuel, je le reconnais, est totalement imparfait. Il n'y a pas d'outils de régulation, d'implication du citoyen dans la vie politique, locale. Et c'est tout le but de cette rencontre importante des assises de la démocratie, de trouver ensemble des outils pertinents, efficaces pour structurer, pour organiser cette application citoyenne. Parce que il faut que soit structurée la démocratie, ce sont des règles, une réglementation qui fait qu'on doit nous proposer de véritables outils pour structurer cette, je dirais, demande spontanée des habitants qui veulent s'impliquer. Et nous aurions une responsabilité lourde de les dissuader. Donc, profitons de ce terreau favorable. C'est bien d'avoir des habitants qui se sentent concernés et qui ont envie de s'impliquer. Donc, c'est ce que j'appelle un terreau favorable. Profitons-en pour discuter avec toutes ces personnes qui se sont concernées sur les outils à mettre à leur disposition pour qu'il y ait un dialogue un peu plus fructueux, un peu plus d'échanges entre la municipalité, c'est-à-dire le pouvoir local, et les habitants. Merci Monsieur le maire. Anne-Sophie Lahaye et Hugo Viel, vous êtes tous les deux activistes écologistes, vous êtes membres de plusieurs organisations, dont l'ONG internationale Climate qui fait du plaidoyer. Anne-Sophie, vous êtes aussi coordinatrice du collectif Notre Constitution écologiste et vous avez tous les deux initié une campagne de mobilisation citoyenne sur les réseaux sociaux qui s'appelle Maintenant ou Jamais pour soutenir la loi climat. Au travers de vos expériences, Anne-Sophie, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le plaidoyer et comment, en tant que citoyen, on peut peser sur le débat public? Faire du plaidoyer, je suis allée chercher la définition, c'est défendre les moyens écrits ou oral, une opinion, une cause, un groupe de personnes, enfin un combat. Donc en réalité, tout le monde peut faire du plaidoyer à différentes échelles. Du coup, là, on est en train de parler de l'échelle locale, mais voilà, il y a l'échelle locale, il y a l'échelle nationale, et ça peut être sur un peu tous les sujets. Du coup, nous, c'est ce qu'on fait avec Climate. Climate, c'est donc, comme vous l'avez dit, une ONG internationale de jeunes qui s'impliquent sur les questions climatiques. Et donc, on a 3 pôles dans l'association, dont un pôle plaidoyer, où on va porter en fait des combats, des messages ou des propositions de loi, comme on l'a fait là avec la loi climat, en allant rencontrer nos représentants, nos parlementaires. Voilà, donc les personnes qui peuvent influer directement sur la mesure ou en tout cas le combat qu'on porte. Et donc en réalité, tout le monde peut faire du plaidoyer à partir du moment où on a quelque chose à défendre, on a quelque chose qu'on a envie de changer, on a quelque chose qu'on a envie de porter. Et donc si voilà, on va aller chercher des alliés, on va essayer de se renseigner sur comment faire porter notre voix, et ensuite aller trouver les bonnes personnes qui peuvent en tout cas changer la décision ou en tout cas voter la mesure qu'on a envie de mettre en place. Et ensuite, il y a différentes façons de le faire. Il faut pouvoir travailler sur un argumentaire et ensuite aller rencontrer nos représentants. Et au final, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense. On a l'impression que moi, je constate, et on constate tous, qu'on a une déconnexion entre les citoyens et les élus. Et c'est le but, je pense, des assises de la démocratie, de rapprocher un petit peu ces deux mondes-là, alors qu'en fait, que ce soit les parlementaires, que ce soit notre maire, que ce soit nos représentants, ils sont là pour nous représenter, pour représenter l'intérêt général, et donc il ne tient qu'à nous de prendre les outils qui sont à notre disposition et d'aller porter nos messages pour essayer de faire changer les choses. Donc, en l'occurrence, nous, avec le collectif Notre Constitution écologique, on s'est pas mal battu sur la modification de l'article 1 de la Constitution, qui a été une mesure portée par la Convention citoyenne. Aujourd'hui, il se trouve que les débats au Sénat sont terminés, et ça, c'est pas hyper bien terminé, mais en tout cas, ça a permis, nous, d'aller rencontrer nos députés, nos sénateurs,
et de se faire entendre et en tout cas de faire rentrer ce sujet-là dans le débat public parce que c'était une proposition qu'on portait avec différentes associations. Alors peut-être ça serait bien de préciser exactement la proposition qui était portée parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de cette question-là. Et à vous entendre aussi, c'est quand même des sujets qui sont assez complexes. On a l'impression qu'il faut avoir des connaissances, des compétences. Est-ce que tout un chacun peut réussir à monter en connaissances et en compétences sur ces sujets? Et comment ça se passe justement dans cette ONG Climate? Si on n'y connaît pas grand-chose, on a des convictions, on a envie de contribuer, mais on n'a pas forcément toutes les compétences, comment ça se passe? Alors, du coup, pour répondre à la première question, nous, la proposition qu'on portait, c'était de modifier, enfin, d'insérer dans l'article 1er de notre Constitution la garantie de préserver l'environnement et lutter contre le dérèglement climatique. Nous, à la base, on portait aussi une proposition qui allait plus loin avec la reconnaissance des limites planétaires et du principe de non-régression. Donc, effectivement, c'est des termes quand même assez complexes et assez techniques, mais en tout cas, enfin. La proposition telle que la Convention citoyenne l'a portée et qu'on a soutenue après, de mettre en fait noir sur blanc dans notre Constitution, qui est en fait le socle de toutes nos lois, que la République doit garantir la préservation de l'environnement et lutter contre le dérèglement climatique, c'est quelque chose voilà, de bon sens et que je pense que tout le monde soutient ou en tout cas peut comprendre. Et donc, c'est cette proposition-là qu'on a essayé d'inscrire dans la Constitution. Et du coup, pour qu'elle soit adoptée, il fallait que l'Assemblée nationale puis le Sénat se mettent d'accord sur ces termes, ce qui n'a pas été le cas puisque le Sénat a retoqué cette proposition. Mais en tout cas, effectivement, ça peut paraître technique au début, mais nous, avec Climate, en fait, on s'est entouré donc ce collectif, il est composé de Climate, d'une association de juristes pour l'environnement qui s'appelle Notre Affaire à tous, du réseau pour les étudiants, donc le RESES, qui a été l'ancien REFED, le réseau pour les étudiants pour la solidarité et l'environnement, je sais plus le nouveau terme, donc un réseau d'étudiants engagés pour l'environnement, et Noé, qui est une association qui travaille sur la biodiversité depuis une dizaine d'années. Et donc en fait, c'est en mutualisant nos compétences chacun, c'est-à-dire que Climate, nous, on était plus à l'aise sur la mobilisation des jeunes. Notre Affaire à tous avait le côté expert juridique, donc c'est eux qui ont aidé à rédiger la proposition, qui voilà, ont rédigé tout l'argumentaire. Et ensuite, Noé, qui est expert dans les sujets de biodiversité, c'est en fait en mutualisant toutes nos connaissances et compétences qu'on a réussi à porter le projet et du coup à se faire entendre là-dessus. Donc, je trouve que c'est important de reconnaître les acteurs et les alliés qu'on peut avoir, de mutualiser et de s'entourer des bonnes personnes pour avoir au final toutes les compétences nécessaires à la fois pour connaître le cadre juridique et à la fois avoir les outils de mobilisation et de sensibilisation auprès à la fois des élus et à la fois du grand public. Alors avec Hugo Viel qui est aussi présent là aujourd'hui, tous les deux vous avez lancé donc une forme de mobilisation sur les réseaux sociaux qui s'appelle Maintenant ou Jamais. C'est assez inédit puisque vous utilisez des groupes WhatsApp. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe et en quoi ça consiste? Peut-être Hugo, vous pourriez prendre la parole. En effet, en décembre, avec Anne-Sophie et 3 autres personnes, on a lancé la campagne Maintenant ou Jamais pour se mobiliser sur la loi climat. L'idée, c'était que une des possibilités pour agir et pour interpeller les élus, surtout en ce temps de crise sanitaire, c'était de les interpeller sur les réseaux sociaux et d'essayer de faire émerger un récit, de faire émerger des sujets en ligne. Et du coup, c'est ce qu'on a fait et on a organisé plusieurs milliers de personnes, on a entre 2500 et 3000 personnes qui ont rejoint des boucles WhatsApp. Et en fait, on les engage et on leur permet de s'adresser aux élus directement avec des messages qu'on travaille en amont sur des thématiques très précises, notamment du coup beaucoup de thématiques. Du coup, ces personnes-là qui étaient sur les boucles WhatsApp, en fait, on a avec eux pour interpeller les élus sur les sujets qui étaient importants. On a parlé des menus végétariens, on a parlé de
la voiture, sur les différentes thématiques de la Convention citoyenne pour le climat, se déplacer, se loger, se nourrir, produire et travailler, et sur tout plein d'autres sujets. L'idée aussi, c'était malgré temps un peu difficile où justement on a l'impression que on est chez nous, on peut rien faire, on peut pas agir, c'est très difficile d'être dans l'espace public en ce moment. Et comment on peut faire pour quand même se saisir un peu de notre parole, de notre voix? Et les réseaux sociaux. Donc nous, on a décidé de lancer cette campagne Maintenant ou jamais sur les réseaux sociaux, et c'est ce qui s'est passé pendant toute la durée des débats sur la loi climat, avec des milliers de tweets qui ont été envoyés, des posts Facebook, des interpellations directes aux députés. Il y a eu beaucoup de réponses de députés qui, forcément, quand on reçoit beaucoup d'interpellations d'un coup, on est interpellé sur le sujet, et du coup on apporte une réponse. Et peut-être qu'on pourra revenir ensuite sur les retours qu'on a eu de la part des élus, mais c'était un peu une innovation dans la manière de se réapproprier la parole, la voix, et d'agir sur les réseaux sociaux pour faire émerger des sujets, justement. Alors la loi climat n'a pas forcément été votée dans les conditions que vous auriez aimées. Est-ce que c'est quand même un succès, finalement, toute cette mobilisation que vous avez menée? La mobilisation, je pense qu'on peut dire que c'est un succès dans le sens où il y a des milliers de personnes qui sont engagées sur le sujet. Après, moi j'ai tendance à reprendre les mots du GIEC, donc des scientifiques qui disent que chaque action, chaque choix, chaque demi-degré compte. Et moi j'ai tendance à dire que chaque mobilisation, action et chaque petite victoire qu'on va avoir compte aussi. Et du coup, en ça, la mobilisation et le fait que toutes ces personnes soient sorties dans la rue, que toutes ces personnes se soient mobilisées sur les réseaux sociaux et soient mobilisées autour de ce sujet qui est primordial, parce que la loi climat va changer notre vie de tous les jours. Et je pense que de ce côté-là, c'est un succès. Mais par contre, la loi climat, c'est pas du tout une vraie loi climat, c'est une fausse loi climat qui ne nous permet pas du tout d'atteindre les objectifs que la France on est de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. En fait, on est très loin, et encore plus qu'au niveau européen, on doit réduire de moins de 1%. On a fait, par rapport à 1990, on est à moins de 21-22% de réduction des gaz à effet de serre, et du coup, on est très loin du compte, mais ça ne va pas nous aider là-dessus. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est vraiment mobilisé avec un groupe de jeunes aussi. On parle de démocratie. Avec un groupe de jeunes, on a passé 3 semaines devant l'Assemblée nationale pour interpeller les députés et les parlementaires. On a vu les sénateurs aussi. Et pendant 3 semaines, on revenait tous les jours 2 séances devant l'Assemblée nationale pour discuter avec les élus. Donc forcément, au début, les députés avaient un peu peur. Ils disaient qu'est-ce qu'ils vont faire les jeunes. Du coup, il y avait que ceux qui étaient d'accord avec nous qui venaient nous voir. Et puis au fur et à mesure, on a des députés de la majorité qui sont venus débattre avec nous. On a quelques députés de centre droit qui sont venus avec nous, des propositions qui étaient portées par les ONG, donc le réseau Action Climat notamment, et du coup par les étudiants. Et en fait, c'était aussi un peu l'enjeu de se réapproprier le dialogue avec les élus, parce qu'aujourd'hui, le dialogue, c'est principalement les lobbies qui les ont, les lobbies industriels. Et en fait, nous, il fallait qu'on soit notre propre lobby citoyen aussi, pour se réapproprier la chose publique et se réapproprier la démocratie en étant en lien directement avec les élus pour leur dire ce que nous, on attendait d'eux. Alors là, vous avez une action qui est d'ampleur nationale et internationale. Est-ce qu'au niveau local, vous avez aussi des activités? Est-ce que peut-être vous envisagez des actions à l'échelle de Bordeaux? Alors, pas forcément à l'échelle de Bordeaux, mais justement, on se posait la question sur les régionales, parce qu'effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, avec la loi climat, elle est clairement pas à la hauteur, et il y a plein de mesures de la Convention citoyenne qui ont été écartées ou vraiment amoindries. Et donc, on se posait la question de finalement, comment faire? Maintenant, cette loi climat a été votée, enfin, en tout cas, elle a été votée par l'Assemblée, il reste encore les débats au Sénat, mais voilà, et on se dit qu'effectivement, l'échelon local, que ce soit à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'une région, surtout au niveau d'une région, c'est quand même important. La région a quand même beaucoup de moyens, a beaucoup d'influence, et donc ça peut être aussi un
un levier important pour mettre en place en fait toutes les mesures qui n'ont pas pu être retenues dans la loi climat. Et donc voilà, on s'interroge sur ça, mais effectivement, on peut pas se contenter uniquement de l'échelon national. Merci beaucoup à tous les deux pour vos partages. Marie-Claire Ouédan, vous êtes entrepreneure, cofondatrice de la start-up Résurrection. Alors, vous avez eu l'idée d'utiliser les résidus de céréales des brasseurs de bière pour en faire des biscuits apéritifs. Je vais vous laisser nous dire quelques mots sur votre entreprise et nous expliquer comment, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez aussi contribuer à la transition écologique. On n'a pas l'habitude, en fait, d'inviter des entrepreneurs sur ce type de conférence. Et je crois que ça signifie vraiment quelque chose que vous soyez là. Voilà. Bonjour, oui, merci de me donner la parole. C'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir prendre la parole dans ce genre de cadre. Donc moi, j'ai cofondé Résurrection il y a maintenant un peu plus de 3 ans autour d'une conviction écologique, autour de la problématique des ressources disponibles. Il se fait que j'ai pu prendre conscience des gisements de coproduits qui résultaient des processus de brassage. Donc les coproduits, c'est ce qui résulte d'une production agroalimentaire, quelle qu'elle soit. Et en l'occurrence, moi, c'est les drèches de brasserie que j'ai découvert il y a maintenant quasi 5 ans. Et donc là, il y a eu une véritable prise de conscience autour de ce produit, en fait, qui avait déjà servi une fois, mais qui était encore un beau produit, qui sent bon, qui donne envie d'être dégusté, et qui partait la plupart du temps à la poubelle, en tout cas dans les grandes agglomérations, au mieux en alimentation animale, et puis un peu en méthanisation. Donc l'idée, ça a été de faire des essais initialement avec ces coproduits, avec ce qu'on appelle donc ces drèches de brasserie, pour voir ce que ça pouvait donner en alimentation humaine. Moi, je suis passionnée de cuisine et donc passionnée notamment du travail de la farine, des légumineuses, etc. Et donc j'ai fait des essais de biscuits, ça a plutôt bien donné, et donc on est parti sur ce terrain-là. Aujourd'hui, donc on est installé à Bordeaux et en Dordogne, et on produit on a 18 références de produits et tous sont fabriqués avec donc ce qu'on appelle ces coproduits, tous d'origine végétale. Donc il y a les drèches de brasserie, le marc de pomme issu de la fabrication du cidre, et puis l'okara de soja, qui est le petit nom de la pulpe de soja issue de la production du tofu. Donc voilà pour la description de ce qu'on fait. Et alors pourquoi l'usage de ces coproduits est important? Parce qu'on est à une période où je vais rien apprendre à personne. Les ressources, les matières premières sont un bien précieux, et donc c'est aussi un moyen de s'engager sur le terrain de la raréfaction des ressources, la raréfaction des matières premières. Même si bien sûr dans notre hémisphère nord on est moins concerné que dans l'hémisphère sud, mais voilà, le réchauffement climatique est là, s'aggrave. Et je crois qu'il faut aller chercher les ressources là où elles sont. Et en l'occurrence, dans les déchets, pour utiliser un terme vulgaire, il y a encore plein de bonnes choses à manger. Donc nous, c'est autour de ça qu'on travaille, avec un engagement écologique fort également sur le sourcing des autres matières premières, parce que bien évidemment, nos produits sont pas uniquement faits de coproduits. On y ajoute des farines, de l'huile d'olive, des graines, etc. La plupart de nos produits sont végétaux, et on essaie de sourcer au plus près de notre site de production nos matières premières. Donc on a à peu près 75% de nos ingrédients qui sont origine Nouvelle-Aquitaine, et là on sort un produit très, très prochainement où on s'approche des 100%. L'idée, c'est vraiment d'essayer toujours d'être dans un processus d'amélioration, ce qui n'est pas chose aisée dans le monde de l'artisanat ou de l'industrie. Et alors, comment, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, vous pouvez contribuer au débat public? Je pense que c'est, déjà avoir l'occasion de prendre la parole en tant que citoyenne et entrepreneur. Je pense que déjà ça, c'est pas mal. Ne pas être catalogué comme comme une start-up qui ne mise que sur la croissance et le chiffre d'affaires. Alors évidemment, ce sont des sujets importants pour la jeune entreprise que nous sommes, parce que derrière, il y a de l'emploi, il y a du développement, il y a une entreprise qui grandit. Donc bien sûr, oui, le développement est important, mais il y a toutes sortes de sujets qui sont importants dans une entreprise. Je parlais de l'emploi. Aujourd'hui, on est 10 au sein de Résurrection. On sera 16 à la fin de l'année. On sera
si tout se passe bien, entre 30 et 40 d'ici 3 ans, puisqu'on développe là notre usine à proximité immédiate de Bordeaux. Donc voilà, il y a toutes sortes de sujets en fait auxquels on est confronté au sein de l'entreprise et qui concernent toutes sortes de citoyens. Je pense par exemple à tout ce qui est transport. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. J'ai parlé du sourcing, j'ai parlé de l'emploi. On peut parler du transport. Aujourd'hui, nos produits sont livrés dans la France entière. On a également, bien entendu, toutes sortes de points de vente au sein de Bordeaux, au sein de la métropole. Comment on peut faire en sorte que le transport soit plus simple, plus écologique. Aujourd'hui, c'est des problématiques auxquelles on est confronté au quotidien et pour lesquelles il est très difficile de trouver des réponses qui soient satisfaisantes. En tout cas, quand on met les critères assez hauts, ce qui est notre cas chez Résurrection. Et je suis certaine qu'on a des idées à apporter, mais aussi des idées à aller chercher, voilà, avec les autres citoyens, avec d'autres entrepreneurs, avec les associations, bien entendu, avec les collectivités locales, pour avancer sur des sujets qui sont cruciaux au niveau de la transition écologique. Après, ce que je trouve intéressant dans votre cas, et aussi pour toutes les startups innovantes qui sont sur Bordeaux, c'est que vous avez un peu un rôle de défricheur. Finalement, vous créez des écosystèmes, des nouveaux écosystèmes, parce qu'on n'avait jamais eu l'idée avant d'utiliser les coproduits. Et finalement, c'est toute la chaîne de valeur que vous êtes en train de créer. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que seulement votre existence contribue déjà à faire évoluer les consciences sur toutes les problématiques autour de l'écologie. Est-ce que vous sentez, ça, vous, ce rôle un peu de défricheuse ? Oui, clairement. Alors oui, on défriche tous les jours et c'est pas facile parce que c'est clair que piloter une start-up comme Résurrection, c'est vraiment un combat de tous les jours parce qu'on, oui, en tant que pionnier, en fait, on doit toujours aller chercher des solutions, innover, chercher ce qui peut être encore mieux fait, etc., etc. Je pense aussi qu'on a, alors en toute humilité, hein, mais ça permet aussi de montrer que c'est possible et que on peut avoir des idées très ancrées dans la transition écologique, parce que je crois que c'est quand même le cœur du projet de notre entreprise, et que c'est possible et qu'on peut avancer. On peut aussi montrer, je pense, qu'on peut toujours faire des progrès, parce que on est loin d'être parfait et il y a encore des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. On peut aussi montrer qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut faire des concessions, malheureusement. Je pense au sujet du vrac et du produit packagé, par exemple. C'est vrai que moi, j'aurais souhaité au démarrage ne pouvoir faire que du vrac, parce que je suis convaincue que c'est l'avenir et qu'il faut se passer de tout ce qui est évidemment emballage. Et puis, on est confronté à des logiques de marché, à des logiques d'acheteurs, etc., qui font qu'on a des blocages, en fait, et qu'on doit se développer sur des pans où, au début, on ne souhaitait pas aller. Mais en tout cas, tout ça, je pense, contribue, en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat, à faire avancer les pratiques, à essayer de trouver des solutions, à montrer ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et ce qui reste à faire pour avancer. En tout cas, Bordeaux est une ville dynamique dans ce monde des startups, notamment dans l'agroalimentaire, et de plus en plus dynamique. Et ça, je m'en réjouis. C'est vraiment chouette qu'on puisse partager entre nous ces sujets-là. Mais je pense aussi vraiment que c'est important qu'on puisse partager ces sujets-là avec la mairie, avec la région, avec tous les écosystèmes, pour essayer de trouver des solutions et faire avancer notamment les entreprises qui peuvent encore plus, je pense qu'aujourd'hui, participer notamment à créer des emplois intéressants, intelligents sur le territoire, et puis des emplois non délocalisables et ancrés dans un écosystème vertueux. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va regarder une dernière vidéo. Donc, c'est le témoignage de Guillaume Gourceau, qui faisait partie en fait des citoyens qui ont été tirés au sort dans la Convention citoyenne pour le climat. Donc je vous rappelle, en tout, il y a 150 citoyens qui ont participé à cette convention, qui ont travaillé pendant 9 mois d'arrache-pied, qui ont rencontré 140 experts du climat et qui ont réussi à aboutir à des propositions très, très denses et très ambitieuses pour notre avenir climatique. Alors du coup, on va regarder la vidéo, voilà, de son témoignage.
Pour moi, la démocratie locale, c'est le fait que la ville écoute ce que les habitants ont à dire, si on a des idées, s'il y a des choses qu'on veut faire bouger, etc. Qu'on nous entende quand on a des choses à dire. Voilà, c'était pas la bonne vidéo, donc on va lancer la bonne vidéo maintenant. Bonjour, je m'appelle Guillaume Gourceau, je suis formateur dans les métiers du transport, de marchandises et de voyageurs. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon expérience à la Convention citoyenne pour le climat. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a vécu, l'enrichissement culturel, les dialogues, les débats, tout ça avec une alchimie de gens issus de tous horizons, où on a été obligé de composer, et de par cette composition humaine, on a pu sortir 149 mesures que l'on a proposées au président de la République. Alors, en premier temps, très compliqué, parce que on arrive quand même dans la 3e assemblée du territoire national, un petit peu perdu, enfin un petit peu dire, bon, c'est pas notre monde. Et en fait, quand on s'y fait, on s'y prend au jeu. Humainement, on a appris à discuter. Je suis assez perfectionniste et je n'aime pas l'à peu près, donc avec d'autres personnes, j'ai été obligé de composer. Et moi, j'étais dans Se Déplacer, dans le groupe Se Déplacer, en plus en étant du transport, donc tout à fait à l'aise, avec des gens qui ne connaissaient rien du tout au transport. Il a fallu travailler et composer. On a fait quelques mesures qui sont issues de là. 2h30 de TGV, ces avions-là, par exemple Bordeaux-Paris, ça va être terminé pour Air France. J'ai fait l'expérience, puisque on nous a dit, il nous faut des chiffres. Donc j'ai pris l'avion, je suis allé au Trocadéro, j'ai pris le TGV, je suis allé au Trocadéro, on a mesuré, il y a une demi-heure d'écart. À prendre énormément de recul sur des décisions importantes. Au lieu de s'emballer, au lieu de trouver tout de suite des solutions, poser un peu les choses à plat et voir le pour et le contre, et puis essayer d'articuler tout ça de façon à ce que ça soit acceptable politiquement, économiquement et socialement, et environnementalement parlant aussi, quoi. On a appris comment faire une loi, comment la promulguer, comment l'écrire, comment la préparer, pour éviter qu'il y ait un maximum d'amendements dessus. Et la preuve, il n'y a pas eu beaucoup d'amendements sur ce que l'on a proposé. On a eu des cours par des légalistes, des spécialistes, des doctorants en droit, qui nous ont expliqué comment faire, et nous ont surtout aidés à les rédiger surtout. Bon, prochaine convention citoyenne, si je suis appelé, j'y retourne. La démocratie participative est très intéressante, et elle a permis quand même à faire avancer un petit peu l'écologie. Moi, je suis pour dire aux industriels, à partir de telle date, laisser le temps, bien sûr, à ce que ça se fasse. Par exemple, on prend le cas des bouteilles d'eau. Je ne comprends pas qu'on ne les ait pas obligés à trouver un produit pour remplacer ce plastique. Pareil pour les voitures. Là, on a dit, à partir du 1er janvier 2020, il faudra que ça soit moins 25%. Bizarrement, tout le parc automobile neuf a été complètement changé avec des voitures hybrides. Donc si on veut, on peut. J'ai commencé à élaborer une liste électorale des Verts pour me présenter à Quinsac. Et puis j'espère que ça va fonctionner sur le slogan de la démocratie participative. Quinsac a besoin d'une salle des fêtes qu'elle n'a pas. Donc voilà. Quel style de salle des fêtes ils veulent, où ils veulent qu'elle soit implantée, et surtout la capacité, quel est le prix de la location pour les Quinsacais, quel est le prix, voilà, les faire participer de A à Z. Alors c'est un témoignage qui est riche, qui est intéressant. On va essayer de tirer un peu tous les fils de ce qui est partagé donc, par Guillaume Gourceau. La première chose que je trouve très intéressante, c'est que dans la composition en fait, de cette convention citoyenne, il y avait vraiment une représentativité de la population française, donc à la fois en termes de genre, d'âge, de catégories socio-professionnelles, de niveau d'études. Et dans les premiers sondages qui ont été réalisés auprès de ce groupe de citoyens, il y avait quand même des climato-sceptiques qui faisaient partie de ce groupe. Et finalement, au fil des mois, au fil de l'acquisition de connaissances et de la rencontre des experts,
on a pu constater que les opinions de ces citoyens ont énormément bougé. Leur conscience écologique aussi. Et je trouve que ça pose vraiment la question de la connaissance. Est-ce que finalement, la connaissance, c'est la clé vraiment pour relever les défis de ce siècle? Alors, je vais poser la question à Anne-Sophie et à Hugo. Voilà, est-ce que c'est la connaissance, la clé de tout? Oui, bah du coup, enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus et tu me compléteras Hugo, mais on est d'accord sur le fait que effectivement, on peut pas faire agir quelqu'un s'il ne sait pas pourquoi il agit. Donc effectivement, nous c'est ce qu'on porte aussi chez Climate, c'est se former pour ensuite former pour ensuite agir efficacement. Donc c'est hyper important pour nous de transmettre ces connaissances. C'est hyper important de se former en tant que jeune déjà et en tant que citoyen sur tous ces enjeux-là. Et ensuite, c'est comme ça qu'on peut agir efficacement. Et c'est ce qu'on a fait aussi avec la campagne Maintenant ou Jamais, avec tous nos bénévoles. En fait, avant de faire chaque action, on leur explique le contexte, on leur explique pourquoi on fait cette action et quel impact ça peut avoir. Et c'est en ça aussi qu'effectivement, quand on parlait tout à l'heure de l'impact qu'on a eu sur la loi climat, on a déjà été vu par des députés, mais c'est surtout qu'on a fait monter en connaissance et en compétence les gens qui maintenant vont peut-être plus s'intéresser aux lois qui sont passées, ont appris des choses sur des mesures climat et vont ensuite pouvoir agir plus facilement ou en tout cas plus efficacement. Donc oui, je pense que c'est effectivement la clé et que plus on aura de gens qui seront sensibilisés, formés et qui auront vraiment de l'expertise sur ces sujets, plus on arrivera à faire bouger les choses et à entraîner les gens pour vraiment agir de manière efficace. Camille Chauplin, est-ce que vous aviez envie peut-être de réagir aussi sur cette question de la connaissance? Oui, moi, je trouve que c'est hyper important alors, j'aime pas trop le mot former les citoyens, mais en tout cas informer les citoyens, partager des choses. C'est pour ça qu'on fait aussi toutes ces tables rondes, ces conférences. Là, on va faire venir Rob Hopkins le 4 juin à Bordeaux. On n'a pas encore communiqué dessus, donc je vous donne la primeur de l'info. Rob Hopkins, c'est le fondateur des villes en transition et il parle vraiment de tous ces sujets de la transition écologique, sociale, démocratique qui nous importent tant. Et on va vraiment faire cette conférence autour de comment les citoyens peuvent s'organiser pour faire émerger leurs initiatives. Et c'est vrai que les gens ne peuvent pas agir s'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et là, on constate qu'il y a quand même cette émergence de la connaissance à propos du dérèglement climatique, mais il y a encore peu de gens finalement qui savent comment agir et comment s'organiser pour agir. Et c'est aussi ça que nous, on veut mettre en place au cours des années qui viennent de notre mandat. C'est une sorte de formation permanente du citoyen pour justement donner de la matière, apprendre, réfléchir, débattre ensemble. Et c'est en ça que le terme d'intelligence collective qu'il y a dans mon nom, c'est important parce que on est vraiment plus intelligent quand on réfléchit à plusieurs, nos intelligences se multiplient et ça aide à comprendre, d'échanger avec d'autres personnes qui n'ont pas le même regard, le même niveau de connaissance, la même approche, le même cadre de vie. Et c'est en ça qu'en se réunissant régulièrement, en débattant, en échangeant, on prend conscience des choses et on met en place des choses qui sont plus adéquates pour l'intérêt général. Alors dans le témoignage de Guillaume Gourceau, il parle justement de la difficulté, en fait, des difficultés qu'il a pu rencontrer au début à comprendre les points de vue des autres, à s'accorder et à aller dans la même direction. Hugo et Anne-Sophie, justement, vous expérimentez d'autres formes d'organisation, de gouvernance dans vos ONG et aussi dans vos métiers au quotidien. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu justement des outils qui permettent d'avoir un vrai débat qui soit inclusif, que chacun puisse vraiment trouver sa place et chacun puisse vraiment s'exprimer? Hugo, peut-être je vous donne la parole à vous pour parler de ça. Moi, j'ai un exemple très précis en tête, c'est que depuis la fin de l'année 2019, Climate fait partie
est inclus dans un cadre de travail dans lequel on a réuni une petite vingtaine d'organisations jeunes qui agissent à différentes échelles. Et on a créé ce cadre de travail, justement, on a voulu mettre en place aussi bien une gouvernance partagée que l'utilisation d'outils d'intelligence collective. Et c'est pour ça qu'on s'est tous formés au sein de nos organisations et dans ce cadre-là à avoir une posture apte à la coopération et aussi à savoir comment en fait on fait passer la construction d'un projet commun euh, avant juste de donner son avis. Parce que quand on essaie de construire quelque chose avec plein de personnes différentes, et ben forcément on part pas du même endroit. Et je pense que les outils d'intelligence collective permettent aussi de créer une base commune et créer un départ commun vers l'endroit où on a envie d'aller. Et nous, on a fait de la gestion par consentement, on a fait des élections sans candidat, on a fait énormément de choses avec des World Café, avec voilà, plein d'outils qui nous ont permis en fait de mettre un peu nos avis et comment dire, nos individualités au profit de en fait l'expérience commune et du projet commun. Et je pense que c'est ça qui était important aussi, c'est de vouloir mettre en action et mettre en pratique ce qu'on a envie de voir advenir dans la société. C'est-à-dire si on veut pas que ce soit sur un débat sur CNews où tout le monde est en train de crier dans tous les sens, taper dessus, etc., mais qu'on veut justement créer un peu d'harmonie et créer un peu d'entente, de vivre ensemble, et ben en fait, il faut aussi le mettre en pratique dans nos organisations et dans la manière dont on fonctionne au quotidien avec les gens avec lesquels on travaille et avec lesquels on milite. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de mettre en œuvre ça dans nos organisations. Anne-Sophie, est-ce que vous voulez compléter sur ce point-là? Oui, bah, du coup, pour donner un exemple très concret, avec Climate, on a une méthode de gouvernance qui est partagée, qui s'appelle la sociocratie. Donc là, j'emploie des termes un peu techniques, mais c'est une méthode de gouvernance qui est assez horizontale et qui permet de prendre des décisions vraiment tous ensemble et d'adopter des décisions par consensus. Donc effectivement, c'est pas la majorité qui doit avoir raison, c'est en fait en discutant, en échangeant en échangeant nos points de vue, on arrive à un consensus qui va à tout le monde. Et du coup, bah, ça fait beaucoup appel à l'intelligence collective. Et donc on fonctionne aussi, tout comme la coalition dont parlait Hugo, on fonctionne aussi avec des élections sans candidat. Donc là, c'est pareil, ça permet aussi de mettre en avant des personnes qui se sont beaucoup investies dans l'association, mais qui ne se seraient pas forcément présentées d'elles-mêmes à des responsabilités au sein de l'association. Et voilà, on a vraiment des prises de décision qui sont partagées par vraiment l'ensemble de l'association. Donc voilà, ça permet à tout le monde d'avoir sa place, d'avoir son mot à dire et d'arriver toujours à des décisions qui sont bonnes pour le groupe. Donc voilà, c'est intéressant d'expérimenter ça et finalement ça nous donne aussi des méthodes et des outils qu'on peut reprendre dans notre vie de tous les jours. Voilà, comment arriver à prendre une décision facilement qui aille à tout le monde, comment bien distribuer la parole et on se rend compte qu'avec ces petites règles comme voilà des tours de table où tout le monde peut s'exprimer, que chacun a la place et a le temps de s'exprimer, bah, en fait, ça peut servir vraiment dans toutes les situations de la vie quotidienne. Et voilà, c'est assez inspirant, je pense, pour d'autres choses, même qui sortent de l'aspect purement des réunions ou des prises de décision à avoir au sein de l'asso. Merci beaucoup pour vos témoignages donc sur les outils de gouvernance partagée. Monsieur le maire, j'ai une question pour vous. Donc on voit que dans les associations, dans des ONG, mais aussi donc dans des entreprises, on n'en a pas parlé, mais des expérimentations de gouvernance partagée existent aussi dans le monde de l'entreprise. On est en train d'évoluer vers une autre manière d'appréhender le pouvoir, de distribuer le pouvoir. Quelle est votre vision de l'élu de la transition? Est-ce que justement vous allez incarner une autre manière d'être maire?
Alors, je crois que votre micro est coupé. Est-ce que c'est un problème de micro de son côté? D'accord. Alors, je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser des questions. On va, après la réponse de Monsieur le maire, on va justement commencer à répondre à vos questions. Alors j'espère qu'on va trouver rapidement la solution pour que vous puissiez nous répondre. Normalement, vous avez un petit symbole micro qui doit être vert, enfin gris. Vous devez le voir en mettant le mulot sur l'écran. Voilà. On va bientôt aboutir à une résolution de ce petit problème technique. Allez-y, parlez. Alors, ce que je vous propose... alors, je vais prendre peut-être une première question qui était pour Marie. Une question de Jean-Michel. Quel modèle de gouvernance possède votre entreprise et comment influence-t-il l'impact écologique et social de votre activité? Grande question. Alors, il n'y a pas de méthode de gouvernance spécifique aujourd'hui qui existe dans l'entreprise. On avance, on fait en avançant, on avance en faisant. Enfin, ce à quoi on est confronté quand on monte une start-up, c'est qu'il faut être un peu au four et au moulin tout le temps, toute la journée. Et on n'a pas forcément le temps de se poser dans les 3 premières années d'une start-up sur la gouvernance, etc. Même si c'est un sujet crucial, j'en conviens. Alors, nous, on a pris le sujet. Alors, on a choisi un angle pour aborder ce sujet-là. C'est B Corp, puisqu'on a choisi de se certifier B Corp. On a obtenu la certification il y a quelques mois. Donc, B Corp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une certification internationale qui certifie les entreprises engagées sur 3 volets, donc social, sociétal et environnemental. Donc une certification assez englobante et qui nécessite de s'intéresser à tous les pans de l'entreprise. Donc bien entendu, la gouvernance en fait partie. Donc on a commencé à mettre un certain nombre de choses en place au sein de l'entreprise, avec notamment la mise en place de débats hebdomadaires au sein de l'équipe. Sur tous les sujets cruciaux, donc la R&D, la production, le commercial, le marketing, et chacun est invité à prendre la parole. Donc voilà, une personne de la production est invitée à prendre la parole sur le commercial, sur le marketing, sur la R&D. Voilà, on essaie vraiment de créer du débat au sein de l'entreprise. Parce que alors déjà il y a plein de jeunes et plein de ressources super jeunes dans l'entreprise et c'est génial parce que c'est plein de belles énergies, plein d'énergie positive, plein de belles idées constructives et puis super engagées. Chacun peut apporter comme ça sa pierre à l'édifice. En revanche, aujourd'hui, on n'est pas du tout parti sur un modèle d'entreprise libérée, par exemple, avec quelque chose de très horizontal, notamment parce que, alors moi, j'y suis pas fondamentalement opposée, mais notamment parce que j'ai comme retour systématique de la part des équipes depuis le démarrage de la nécessité d'avoir quelqu'un qui tranche in fine et qui va vraiment acter la prise de décision pour les décisions fondamentales de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a énormément de demandes de la part de l'équipe à ce niveau-là. Donc c'est aussi à intégrer dans le développement de la gouvernance et dans ce qu'on mettra en place dans les années qui viennent. Pour moi, il n'y a rien d'arrêté. On est toujours en work in progress en fait. Il n'y a pas une date à laquelle on se dit tiens voilà ça c'est figé et puis on bougera plus jamais les choses. Je suis toujours ouverte depuis le départ à toutes les évolutions. Donc on va continuer à y réfléchir. De toute façon, on avance aussi avec le mouvement B Corp maintenant.
Et là-dessus, bien entendu, les entreprises sont sacrément attendues au tournant. Donc, ça va aussi nous permettre de mettre le pied à l'étrier et nous donner des impulsions positives pour aller dans le bon sens. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question peut-être pour Camille Choplin, parce que je crois que le micro de Monsieur le maire est toujours pas, ne fonctionne toujours pas. Donc, on a une question de Patrick. Alors, attendez. Non, c'était pas celle-là que je voulais. Pardon, c'est une question de Jean. On voit toujours les mêmes aux concertations de la mairie, des résidents propriétaires. Comment élargir la concertation aux jeunes, aux locataires, aux plus pauvres? Eh ben, c'est justement la grande question des assises, hein. Ça a même un nom dans la démocratie participative, ça s'appelle les TLM, toujours les mêmes. Et ça, voilà, j'ai pu en discuter avec des collègues dans d'autres collectivités locales. C'est un principe récurrent. Et je pense que c'est peut-être parce que ces instances de concertation sont toujours les mêmes qu'on attire toujours les mêmes. Donc, c'est à nous, et c'est tout le principe de ces assises, c'est à nous d'inventer des nouveaux formats. Je vous disais tout à l'heure, voilà, il y a un tiers des jeunes qui a moins de 25 ans à Bordeaux. Bah, comment ces jeunes, on va à leur rencontre? Ils vont pas venir à un conseil de quartier prendre la parole devant 100 personnes. Je pense que c'est un peu illusoire de se dire, il y en a peut-être quelques-uns, une poignée, mais non. Je pense qu'il faut aller à leur rencontre, aller les voir, aller discuter avec eux. On a déjà démarré d'ailleurs ce petit travail. Enfin, c'est pas un travail d'ailleurs, c'est hyper intéressant d'aller les rencontrer là où ils sont et de les écouter. Là, j'ai quelques interventions dans des lycées qui sont prévues. On compte aussi aller dans des écoles, dans des collèges, et voilà, vraiment aller rencontrer et discuter avec eux tout simplement pendant ces assises-là, pour que derrière on puisse se dire, bon bah voilà, les jeunes, ils ont envie d'être consultés de telle et telle façon sur tel et tel sujet. Là, les quelques-uns, je pense que là, j'en ai rencontré peut-être une soixantaine à ce jour. Bah, ils ont plein d'idées très différentes les uns des autres. Donc, il va falloir compiler un petit peu tout ça et faire en sorte que on a aussi une plateforme numérique. Peut-être qu'au final, on soumettra sur la plateforme numérique les différentes possibilités qu'on a et les gens pourront voter, s'exprimer. Et puis bon, à la fin, il faudra bien trouver les bonnes astuces, les bonnes pratiques pour aller à la rencontre. Et puis, rien ne sera gravé dans le marbre. On s'interdit pas aussi d'y revenir et de se dire, bon, bah là, on a tenté ça et ça cette année. Peut-être que cette année, l'année suivante, on va tenter d'autres façons. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire en sorte que tout le monde puisse participer et pas toujours les mêmes. En tout début de la conférence, vous parliez d'inspiration à l'international. Est-ce qu'il y a des formats justement de participation qui vous ont inspiré à l'étranger? Il y a ce qu'on appelle le community organizing qui est justement un peu comment les gens dans un quartier, dans une rue ou dans une résidence se mettent ensemble pour faire aboutir un projet. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que souvent on se sent un petit peu seul. Et puis si on commence à discuter avec ses voisins et à se rendre compte qu'ils ont les mêmes envies que nous, on se fédère. Bon, à Bordeaux, il y a un exemple un peu malheureux, mais c'est sur les cambriolages. On le voit quand il y a des rues qui sont comme ça victimes de cambriolages à répétition. Ils se fédèrent, ils se font des WhatsApp. Et puis après, à force, en fait, ils ont créé du lien social et ils se retrouvent pour faire d'autres choses ensemble et pour arroser les plantes, garder les chats, etc. Bon, voilà, donc c'est autour d'une problématique qu'ils se sont fédérés. Moi, j'aimerais qu'on se fédère autour de choses un peu plus joyeuses, mais qu'il y ait ce lien social qui se crée à toutes les échelles de la ville, que ce soit dans la rue, dans le quartier ou dans toute la ville. Mais comment on s'organise ensemble pour faire avancer les projets et les initiatives. Il y a peut-être un exemple qu'on peut donner, là, qui a été mis en place à Bordeaux récemment, c'est l'Atelier des possibles. C'est un outil dont peut-être Camille, vous voulez en dire quelques mots ou je continue. En fait, c'est un groupe d'habitants de Bacalan qui s'est rendu compte qu'il y avait un espace qui était un petit peu délaissé par les pouvoirs publics et par les habitants de fait, alors que c'est un lieu assez fréquenté. Et ils ont fait des propositions à la mairie d'amélioration. Ils l'ont soumis et puis la mairie a vu comment concrètement on pouvait faire les choses. Parce que c'est aussi ça que je voulais dire. Il ne s'agit pas de dire aux gens, vous décidez tout le temps, toujours tout le temps. C'est pas ça. C'est qu'il faut aussi qu'on travaille ensemble.
Le budget participatif le montre bien. Il y a plein de gens, ils ont soumis des propositions de budget participatif et puis en travaillant avec la mairie, ils se sont rendus compte que c'était pas si simple, qu'il y avait des choses à mettre en place. L'atelier des possibles, c'est un peu ça aussi. Donc, ils ont soumis des propositions, ils les ont travaillées et on va les mettre en place et donc améliorer cette petite placette qui paye pas de mine et qui va du coup retrouver un peu de vie dans ce quartier. Et peut-être préciser que du coup, c'est un outil dont tous les maires de quartier en fait vont pouvoir se saisir. C'est pas uniquement à Bacalan, c'est-à-dire que là, c'est tous les maires de quartier qui vont pouvoir mettre en place ce type de dispositif quand il y a un lieu comme ça à réinvestir dans un quartier de Bordeaux. Disons que c'est quelque chose qu'on teste là sur Bacalan. On va voir comment ça se concrétise. Et puis voilà, nous on est beaucoup dans l'expérimentation, donc on va voir ce que ça donne. Et puis après, si on peut le multiplier, avec évidemment aussi les contraintes qui sont les nôtres, qui font qu'on a aussi nous des choses qu'on impulse, nous élus, maires de quartier, etc. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est comment les citoyens participent à la vie de la cité et qu'on avance tous ensemble. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Jean-Michel. Du coup, Camille, je pense que ça va être encore pour vous. N'y a-t-il pas des contradictions à vouloir concilier une démocratie participative et une démocratie représentative? Comment y parvenir? Non, je crois qu'il n'y a pas de contradiction. C'est un peu ce que je viens de dire, c'est qu'on ne peut pas demander aux citoyens de voter à tout le temps, enfin de participer à tout le temps. C'est juste pas possible. Donc la démocratie représentative est quand même très utile et tout le travail qu'on fait au quotidien, il faut bien qu'il y ait des élus qui tranchent et qui pilotent un petit peu les actions au jour le jour. Donc pour moi, c'est très complémentaire en fait. Voilà, et il faut que les élus aient conscience qu'ils peuvent aussi s'appuyer sur la démocratie participative pour les aider dans leur mandat de démocratie représentative. Alors, monsieur le maire, a priori, le son fonctionne de nouveau. Excusez, on a eu un petit problème technique de connexion. Okay, parfait. Du coup, je reviens sur la question que je vous posais sur votre rôle, votre vision de l'élu de la transition. Est-ce que être élu aujourd'hui prend une nouvelle dimension? Oui, d'abord, je pense qu'on a changé d'époque. On est passé d'un rôle de maire traditionnel qui durait depuis des années, d'un maire qui était un maire bâtisseur, à désormais une nouvelle fonction de maire qui est plutôt un maire impulseur, c'est-à-dire que un maire qui est à l'écoute des aspirations citoyennes et qui est chargé de les mettre en musique. Vous savez, nous on a pris un engagement pendant la campagne électorale, c'est de placer Bordeaux sur la voie de la transition écologique et climatique. Mais l'engagement qu'on a pris également, c'est de dire on ne le fera pas si on ne le fait pas avec les Bordelaises et les Bordelais, c'est-à-dire si on ne le fait pas avec un souci de démocratie. On a vu que faire de l'écologie sans avoir l'adhésion des habitants, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Donc, d'où la notion d'être impulseur. On a été élus, nous, sur des idées de changement. C'est notre livre s'appelait Bordeaux respire. Et tout à l'heure, quelqu'un disait il faut que la ville respire. Et c'est bien notre conception, que la ville respire. Donc, on a des idées, on a un programme. Maintenant, on veut faire vivre ce programme. On a déjà commencé à le faire, mais on ne veut pas le faire si on se sent isolé et coupé de la population. Donc, il faut le faire dans un souci démocratique. C'est pour ça qu'on a organisé assez vite ces assises à la démocratie permanente, précisément pour trouver des outils nous permettant de faire cette concertation permanente sans renier naturellement le programme pour lequel nous avons été élus. Moi, j'ai bien aimé le témoignage de Guillaume là, de Cassac. Bon, c'est bien, vu qu'il a l'ambition de faire de Cassac un peu une capitale de la démocratie permanente, et tant mieux que le sort de la salle des fêtes de Cassac soit librement débattu avec les habitants. Moi, je trouve ça très bien. Je suis sûr qu'il sort au moins enrichi de son expérience de citoyen engagé dans la Convention citoyenne pour le climat pour enrichir son village de Cassac de beaucoup de choses qu'il a pu apprendre à cette occasion. Mais en même temps, cette Convention citoyenne pour le climat, moi, j'ai fait comme beaucoup d'entre nous, partie de ceux qui, quand l'idée a été lancée, je me suis dit, mais ça y est, c'est formidable, c'est ça qu'il faut qu'on fasse des citoyens tirés au sort, des citoyens qui sont éduqués, formés,
avec des spécialistes qui se sont adressés à eux, des citoyens qui ont bossé, ça a été dit, c'est des gens qui ont consacré beaucoup de leur temps pour travailler, et en même temps, autant l'idée était noble, autant l'idée émise à l'époque par le président de la République qui consistait à dire « je vais reprendre les conclusions de la Convention citoyenne sans filtre », c'était quand même un gros risque, c'était gonflé, si vous passez l'expression, et c'est dommage que ça n'ait pas été suivi des faits, puisque un certain nombre de propositions de la Convention citoyenne, les 59 propositions, ont été totalement abandonnées et on ne les retrouve pas dans les articles de la loi climat. Moi, je trouve ça très dangereux parce que, à force de dire aux gens, écoutez, je vais vous écouter, vous allez travailler, on va créer un outil, et puis une fois que tout ça a fonctionné, on dit non, écoutez, moi, j'ai organisé ça, mais il est hors de question que je suive vos préconisations. Je pense que ça va faire des citoyens désabusés. C'est-à-dire, écoutez, pour nous, la démocratie directe, c'est pas du discours, c'est pas une sollicitation sans lendemain. Donc, si nous, à Bordeaux, je m'adresse aussi à Camille en disant ça, naturellement, ma dynamique adjointe à la démocratie permanente, de dire que il faut pas qu'on déçoive les gens. Et ça pèse vraiment sur nos épaules. Quand on dit aux gens, on a envie de vous écouter, on a envie de trouver des outils, ça veut dire qu'après, nous, l'engagement qu'on prend, mais c'est de réellement en tenir compte, de les écouter, parce que ça ne marchera pas deux fois. On dit que l'histoire ne repasse pas les plats, mais c'est vrai. Donc là, c'est le premier plat. On prend des engagements, et après, nous, l'obligation que l'on a, c'est de faire en sorte qu'on écoute la population. En même temps, il ne faut pas se cacher à soi, le point de vue final, il incombe aux élus aussi. On a été engagés sur un programme, les citoyens nous ont fait confiance, mais la démocratie directe, c'est le but de nos travaux, elle n'est pas là pour concurrencer la démocratie représentative, elle est là pour l'enrichir. C'est-à-dire que nous, on sera, je pense, de meilleurs élus si on accepte d'enrichir nos propositions, notre vision de ce qu'est le pouls permanent de nos habitants. Donc, contrairement à ce que certains croient, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence, mais il y a une complémentarité. Moi, je pense qu'on a de bons élus quand on est exigeant, avec eux, quand on est exigeant avec soi-même aussi, quand on fait l'effort de s'impliquer dans la vie associative. Quand tout à l'heure, quelqu'un nous disait, il est encore temps, nous disant, on a un rôle de défricheur. C'est vrai que ce rôle de défricheur, il incombe aux associations, mais bon, on peut pas se contenter de défricher. À un moment donné, il faut aller au-delà, faire en sorte que le défrichement se traduise en décisions concrètes. Je pense que c'est tout ça le challenge auquel on est confronté, passer d'un défrichement à une action, et voilà, c'est difficile parce que bon, on a conscience du fait qu'on est en train d'inventer quelque chose, hein. On est en train d'inventer quelque chose. Et d'inventer quelque chose, ça passe non pas uniquement par je dirais la spontanéité des propositions, mais ça passe aussi par un cadre permettant de canaliser toutes ces propositions. Enfin, à mon avis, exactement ce qu'était censé faire la Convention citoyenne pour le climat. Pour nous, c'est un très bel exemple de démocratie, à condition d'aller jusqu'au bout, de ne pas décourager, de ne pas trahir ceux qui ont consacré de leur temps, de leur énergie à enrichir le débat démocratique local. Donc voilà, pour moi, le rôle d'un maire, je le disais, voilà, c'est un rôle d'impulseur. Il prend la température, il respecte les engagements de campagne qu'il a pris, il conjugue tout ça, et c'est avec tout ça que l'on va construire une ville apaisée, c'est-à-dire une ville réconciliée avec ses habitants, réconciliée avec les impératifs de la transition écologique et climatique. C'est tout ça qu'il faut qu'on fasse. C'est tout ça qu'il faut qu'on fasse ensemble. Et moi, je suis persuadé que c'est un beau challenge et qu'on va y arriver. Je remercie encore Camille pour son investissement dans cette tâche difficile mais nécessaire, Camille. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Camille Choplin, on va prendre une dernière question qui est pour vous. Une question de Hugo. Pouvez-vous nous parler plus en détail du Parlement mobile et de son rôle dans les assises? Finalement, on n'a pas parlé du Parlement mobile. Donc, juste quelques mots peut-être. Allez, Camille, oui. C'est une bonne idée, en tout cas. C'est une bonne idée. Bah oui, que je me souviens très bien quand je l'ai présenté au maire, ça devait être en octobre ou novembre, on en était encore au tout début, et c'est une association, parce que donc je suis aussi élue à la vie associative, et c'est une association qui m'a présenté cette structure en bois. Donc le Parlement mobile, c'est une agora en bois
et qui a la volonté d'aller se balader de quartier en quartier. Et l'objectif, c'est de créer un espace de débat pour que les gens puissent se rencontrer et qu'on échange ensemble. Au lieu de se dire on va dans une salle ou on va dans la mairie de quartier, bah non, là on est vraiment dans l'espace public et on propose aux gens de venir débattre avec nous. Donc ça sera un petit peu notre symbole pendant ces assises de la démocratie permanente. Et puis évidemment, on continuera à l'utiliser tout le temps. Il y a déjà pas mal de personnes qui se sont inscrites pour pouvoir en profiter, parce qu'on peut imaginer plein de choses avec cette Agora mobile qui est modulable, hein. On peut l'ouvrir, l'agrandir, lui donner plusieurs formes. Et donc, on peut imaginer du théâtre, du chant, de l'art, mais surtout du débat public. C'est quand même pour ça qu'il a été construit. Et peut-être on peut donner déjà la première date qui est identifiée, c'est le 8 juillet. Donc le Parlement mobile, il sera présent dans le quartier de Bacalan. Et l'idée, donc, c'est bien qu'il se promène dans tous les quartiers de Bordeaux pendant ces 6 mois. Peut-être terminer par une information, où est-ce qu'on peut trouver en fait le programme des assises, où est-ce qu'on peut suivre les rencontres qui auront lieu. Alors, sur bordeaux.fr, évidemment, qui est toujours la référence quand on cherche une information sur ce qui se passe à Bordeaux, on va sur bordeaux.fr. Et puis là, à partir d'aujourd'hui, on a lancé notre plateforme numérique qui va être agrémentée au fur et à mesure, mais où il y a déjà quelques parties d'agenda. Donc, c'est participation.bordeaux.fr. Voilà, donc c'est tout neuf. Super. Eh ben, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent pour cette première conférence des Assises de la démocratie permanente. On va tous pouvoir se débrancher et aller prendre un café sur une terrasse. Voilà. Je remercie aussi Rachel et Adrien qui ont assuré la traduction en langue des signes, et puis toute l'équipe de Far West qui est juste devant moi là, et qui a assuré la retransmission. Bon après-midi à tous et à toutes.